Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Une image qui a étonné le monde entier. Regardez, Trump, Zelensky, face à face dans la basilique Saint-Pierre. Le Vatican peut-il devenir à nouveau une place de choix pour la diplomatie internationale? On en parlera à partir de 20h30 avec Jean-François Colosimo. Et puis à 21h, ce sera l'heure de votre documentaire, un secret millénaire, des décisions qui peuvent changer le monde. Bienvenue au cœur du conclave. Dans l'ombre des dorures du Vatican, suivez les derniers instants après, avant, un nouveau pape. Un extrait. Mais dans un instant, mon invité de 20h, Bernard-Henri Lévy, est sur ce plateau et il reviendra sur les coulisses de cet entretien de 15 minutes entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Vous êtes sur LCI, restez-y, à tout de suite. Donald Trump va-t-il changer de position sur la guerre en Ukraine? Va-t-il enfin tenir tête à la Russie de Vladimir Poutine après son échange avec Volodymyr Zelensky au Vatican? Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Revenons sur cette photo iconique tout de même. Cette photo de Volodymyr Zelensky et Donald Trump assis face à face dans cette basilique Saint-Pierre, quelques minutes avant les funérailles du pape François. Mais vous dites pourtant qu'il faut faire attention à utiliser le mot historique pour cette photo. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas d'une photo pour faire un événement historique. Un événement historique, il y en a peu, des vrais événements historiques, et pour qu'il y ait événement historique, il faut qu'il y ait en effet, une image, une mise en scène, mais deux, des vraies conséquences. Un événement historique, il y en a un tous les 50 ans, tous les 20 ans, peut-être tous les 10 ans. Mais il ne suffit pas d'une image. Là, on est intoxiqué par la société du spectacle. Il y a une espèce de j'aimerais que ce soit un événement historique, qu'il suffise d'une mise en scène, qu'il suffise de 2 chaises pour créer l'histoire. Et là, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Qui est à la manœuvre, selon vous ? Je ne sais pas qui est à la manœuvre. Moi, la seule chose que je sais, la manière dont je déchiffre cette photo, parce qu'en revanche, une photo a un sens, c'est que c'est une réparation à Volodymyr Zelensky. Ce sont les excuses de Trump. Oui, ce sont les excuses de Donald Trump à Volodymyr Zelensky. Le président Trump sait que cette séquence dans le bureau ovale a été une séquence terrible, qui lui a fait beaucoup de mal, qui lui a fait perdre des points vertigineusement dans les sondages, qui peut contribuer à lui coûter dans 1 an et demi les élections de mid-term. Et cette photo-là, si les États-Unis, cette mise en scène, sont à son origine, c'est une manière non pas de demander à Zelensky des excuses comme il l'avait dit là, mais de lui présenter ses excuses. Là, en effet, il le traite dignement. C'est pour l'instant le seul enseignement, mais il est très important, que personnellement je tire de cette image. On les voit, ces 2 photos côte à côte. Cette image de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, qui a été dramatique sur la scène internationale, et puis cette photo de ce face-à-face, droit dans les yeux, non pas côte à côte, non pas à se disputer dans cette basilique Saint-Pierre le 26 avril dernier. Emmanuel Macron a tout de même parlé d'avancées sur le dossier, puisque Emmanuel Macron était dans les coulisses, on l'a vu également sur une photo avec Keir Starmer, et il dit ceci: des échanges très positifs avec le président Zelensky à Rome, mettre fin à la guerre en Ukraine, c'est l'objectif que nous partageons en commun avec le président Trump. Puis il dit, l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu inconditionnel. Le président Zelensky me l'a redit aujourd'hui, il souhaite travailler aux côtés des Américains et des Européens pour le mettre en œuvre au président Poutine, désormais de prouver qu'il veut vraiment la paix. Une manière de dire à Vladimir Poutine, la balle est dans votre camp. Mais le président Zelensky, c'est pas d'aujourd'hui qu'il est partisan d'un cessez-le-feu. Ça fait des semaines, ça fait des mois, et peut-être encore davantage, que Zelensky souhaite la fin de cette guerre. Il n'y a pas une personne au monde qui souhaite plus que Zelensky la fin de cette guerre effroyable qui a créé des centaines de milliers de morts, blessés, mutilés, estropiés, familles brisées, villes détruites, etc. Moi, je passe mon temps tous ces derniers mois, et en vérité depuis le début de la guerre, sur le terrain en Ukraine. Je vois ce que c'est
concrètement cette guerre, l'épouvante que c'est, les villes fantômes. J'étais à Bakhmout il y a un an, au moment de la bataille de Bakhmout. Là, j'étais à Pokrovsk, qui est une ville détruite, fantomatique. Je sais ce que ça veut dire, et les Ukrainiens le savent. Et les Ukrainiens, c'est pas au Vatican qu'ils ont décidé qu'ils étaient favorables à un cessez-le-feu. C'est dans leur chair, dans leur âme la plus profonde qu'ils aspirent à la paix. Vous avez pu parler tout au long de cette guerre au président Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Quel a été son rôle véritablement dans ces échanges, dans cette préparation de ce face-à-face ? Il est l'allié le plus fidèle et le plus fiable en Occident du président Zelensky et du peuple ukrainien. Voilà, le plus fidèle et le plus fiable et le plus solide et le plus sincère. Je les ai vus ensemble à plusieurs reprises, il y a 2 ans et il y a 3 semaines. Je les ai filmés ensemble et j'ai vu cela. Voilà. Et ça, c'est pas une photo. J'ai assisté à un échange et il y a là, mais par-delà les présidents, entre nos 2 nations, entre la France et l'Ukraine, un vrai lien d'esprit, d'âme, de valeurs partagées. Voilà. J'ai entendu le président Macron, par exemple, dire au président Zelensky que le combat des Ukrainiens lui rappelait celui de la résistance française, c'est-à-dire peu d'hommes, au caractère bien trempé, à la détermination inentamable, qui se battent le temps qu'il faut contre une force barbare. Ça, c'est président Macron décrivant le combat des Ukrainiens tel qu'il le voyait au président Zelensky. Donc voilà, le rôle de Macron, c'est celui-là. Après, vous pouvez décliner les choses. Rappelez-vous le format Notre-Dame, lorsque le président Macron a réuni pour la première fois le président Trump et le président Zelensky à l'ombre de Notre-Dame. Voilà, et puis il y a eu d'autres épisodes, sûrement. Il force d'une certaine manière la main à Donald Trump. Ils ont une relation privilégiée, il faut le dire. Ils s'appellent directement sur leur téléphone portable, sans canaux diplomatiques. Ça arrive très régulièrement. Est-ce qu'il y a là une possibilité de faire entendre à Donald Trump ce qu'il ne veut pas forcément entendre ? Sûrement. Mais les seuls qui feront vraiment entendre raison à Donald Trump, les seuls, c'est les sénateurs républicains, les congressmen républicains et le peuple républicain d'Amérique qui se sent aujourd'hui déshonoré, qui se sent humilié par la façon dont la Russie se moque de l'Amérique. Voilà, ça c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a toute une partie de l'opinion américaine, notamment dans le parti de Trump, chez les républicains, les gens qui se rappellent que la Russie c'est quand même un peu l'Union soviétique, que leur parti c'est encore un peu celui de Ronald Reagan, et qui n'en peuvent plus de voir Poutine se moquer d'eux. Parce que la réalité, depuis l'élection du président Trump, c'est ça. C'est un Trump qui ne cesse d'envoyer du good guy, du Vladimir à travers les réseaux sociaux à Poutine, et un Poutine qui lui fait un bras d'honneur tous les 3 jours. Et d'ailleurs, il a réagi après son voyage au Vatican, il a réagi sur son réseau social Truth Social et il dit ceci. Cela dit, il n'y avait aucune raison pour que Poutine tire des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages ces derniers jours. Cela me fait penser qu'il ne veut peut-être pas arrêter la guerre, qu'il ne fait que me balader et qu'il faut le traiter différemment par des sanctions bancaires ou des sanctions secondaires. Trop de gens meurent. Est-ce qu'il y a une possibilité de revirement de la part de Donald Trump ? Un Donald Trump agacé, humilié sur la scène internationale, peut-il devenir un allié des Ukrainiens ? Je l'espère de tout mon cœur, mais je reste prudent et je reste sceptique. Voilà, parce que je crois qu'il y a une telle proximité idéologique, hélas, c'est horrible à dire, mais entre le président américain et le président russe, il y a une telle proximité des narratifs, comme on dit aujourd'hui, que je vois assez mal ce revirement. En revanche, qu'il y ait un haut-le-cœur de l'homme Trump, lorsque Zelensky, dans la basilique Saint-Pierre, lui murmure à l'oreille, comme il sait le faire, ce qui se passe dans les villes ukrainiennes bombardées, ça c'est possible, bien sûr. Il parle ici de sanctions bancaires, de sanctions secondaires. Ce n'est pas ça qui va faire plier la Russie, qu'on se le dise franchement, Bernard-Henri Lévy.
Non, ce qui fera vraiment plier la Russie, c'est ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain sur le terrain. Ce qui fera plier la Russie, ce sera la résistance des Ukrainiens. Et d'ailleurs, ce qui fait plier la Russie depuis 3 ans, la Russie, depuis 3 ans, il y a 3 ans, disait on va conquérir l'Ukraine en 8 jours, et puis après en 3 mois, puis après en 6 mois. Bref, on est 3 ans plus tard, et la Russie n'avance pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'avance pas ? Parce que l'armée ukrainienne résiste, parce que l'armée ukrainienne est devenue la meilleure d'Europe, parce qu'elle est devenue l'une des premières armées au monde, une des plus aguerries. Donc, ce qui fait reculer Poutine, c'est les Ukrainiens. Voilà, avec leurs alliés, naturellement, avec le renseignement américain, avec les armes européennes, avec les armes françaises. Moi, j'ai été embedded pendant quelques jours dans la brigade Anne de Kiev, la brigade armée et formée par la France, voilà, et dont on a dit beaucoup de mal, etc., et qui, je dois dire, il y a peut-être eu des problèmes au début, il n'y en a plus aujourd'hui. C'est eux qui sont à la manœuvre et c'est eux qui sont en opération sur certains des points les plus chauds du front. Donc, l'armée ukrainienne, avec l'aide de ses alliés, en particulier la France, mais pas seulement, c'est elle qui peut dicter sa loi à Poutine et le faire reculer. Et face à un pouvoir comme celui-là, vous savez, bien sûr qu'il y aura des négociations. Évidemment qu'il y aura des pourparlers diplomatiques, bien sûr. Mais à la fin des fins, face à un homme comme Poutine, qui ne connaît qu'une loi, qui est la loi de la force, face à un pouvoir russe qui est une société totalement militarisée, face à un establishment russe qui n'a d'autre but que la guerre, il y a le dernier mot reviendra au rapport de force. Ça, j'en suis hélas profondément convaincu. Et regardez, Bernard-Henri Lévy, la diplomatie américaine vous donne raison, puisqu'écoutez les derniers mots de Marco Rubio, c'était il y a à peine quelques heures. Cette semaine sera une semaine cruciale au cours de laquelle nous devrons décider si nous voulons continuer à nous impliquer dans cette entreprise ou s'il est temps de nous concentrer sur d'autres questions qui sont tout aussi importantes, voire plus importantes dans certains cas. Mais nous voulons que cela se produise. Il y a des raisons d'être optimistes, mais il y a aussi des raisons d'être réalistes. Nous sommes proches, mais pas assez. Des raisons d'être optimistes, mais surtout des raisons d'être réalistes. Il veut dire quoi ? Déjà, j'aimerais savoir ce qu'il veut dire quand il dit qu'il y a des problèmes qui lui semblent plus importants que la guerre en Ukraine. Moi, je n'en suis pas sûr. Vous savez, je crois que là, pour parodier un mot de Vladimir Poutine, la plus grande catastrophe géostratégique du XXIe siècle, la plus grande catastrophe, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Catastrophe pour l'Ukraine, catastrophe pour l'Europe, catastrophe pour le monde. C'est une déstabilisation dont on ne mesure pas encore les effets et les conséquences. Et vous verrez demain le Groenland, le Canada, la Chine, etc. Donc je ne vois pas tellement quelle est la crise plus historique, pour reprendre votre mot du début de notre conversation, que cette guerre en Ukraine. Première chose. Après, des avancées, j'espère qu'il y en a, mais et encore une fois, je prie pour qu'il y en ait. Mais je ne vois pas très bien la manière dont fonctionne. Moi, je lis Poutine, je lis les déclarations, j'écoute les idéologues qui l'entourent. Je ne vois pas très bien ce qui peut demain les convaincre de cesser brusquement la guerre et de devenir des anges. Je n'y crois pas. La société russe, elle est droguée à la guerre, et en tout cas, l'appareil militaire. Il y avait un autre... Pas toute la société russe. Non, bien entendu. Il y a une jeunesse tout de même qui émerge, qui est un contre-pouvoir. Il y a une jeunesse qui émerge, il y a des femmes et des hommes courageux qui se réunissent sur la tombe de Navalny, qui se reconnaissent en lui. Enfin, tout ça est quand même très, très minoritaire. Donc, le courant aujourd'hui en Russie, la tendance dominante, c'est cette militarisation et hélas, ce désir de guerre. Voilà. Marco Rubio parle aussi d'une semaine cruciale. Il veut dire quoi par là ? Il veut dire, c'est ce qu'il dit dans la deuxième partie de la citation du moment que l'on vient d'entendre. Il veut dire en effet que les États-Unis pourraient, c'est ça qui est crucial, je pense, dans l'esprit des Américains, pourraient décider qu'ils ne s'en mêlent plus. On pourrait voir cette semaine, dans les jours qui viennent, claquer la porte. On pourrait voir Donald Trump dire, écoutez les enfants, j'ai tout fait.
J'ai tout essayé. J'avais promis de consacrer les 100 premiers jours de mon deuxième mandat à faire cette paix en Ukraine. J'ai tout fait, y compris une photo à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Ça n'a pas marché. On a affaire à des gens pas raisonnables, les uns comme les autres, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore été, semble-t-il, en mesure de distinguer entre les agresseurs et les agressés. J'arrête. Voilà. Que les Européens s'occupent de cette affaire, ça n'est pas la nôtre. C'est ça qu'on peut voir. Et d'ailleurs, c'est un des sens possibles de cet événement prétendument historique de la basilique d'hier. Ça peut augurer, ça peut annoncer un retrait américain. Comme ils se sont retirés d'Afghanistan, comme ils se sont retirés de beaucoup d'autres théâtres où leur responsabilité était engagée. Auquel cas, il restera en effet l'Ukraine et la Russie, hélas, face à face, avec l'Europe, en effet, dans le jeu. On peut faire sans les Américains, Bernard-Henri Lévy ? Ça dépend en quel sens. Militairement, aujourd'hui, moi, ce que je crois, ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, je dis ça avec beaucoup de prudence, mais enfin, tout de même, je connais le terrain, j'y ai passé plus de temps que beaucoup ces derniers mois, c'est que, militairement, les Ukrainiens sont en capacité de tenir quasiment seuls. Ils produisent des armes. Pendant combien de temps ? Ils produisent des... Alors, ils n'en ont pas suffisamment. Ils se battent sur certains points du front à 1 contre 5 ou à 1 contre 10. Ils tirent 10 projectiles quand les Russes en tirent 100. C'est possible. Mais là, je vous disais tout à l'heure que cette armée était devenue l'une des meilleures du monde. La production militaire ukrainienne est devenue, je ne veux pas vous en dire plus, mais je le sais, extraordinairement performante. Si l'Europe se décide vraiment à suivre président Macron, le Premier ministre Starmer, se décide à faire l'appoint, oui, je crois on peut faire, comme vous dites, sans les Américains, je pense. Vous rentrez du terrain, Bernard-Henri Lévy, vous étiez en Ukraine il y a à peine quelques jours. Le Kremlin affirme ce soir avoir repris toute la région de Koursk, théâtre d'une offensive éclair des forces ukrainiennes en août 2024. Écoutez ce que dit Vladimir Poutine. De toutes les unités militaires qui ont participé à la défaite des formations néo-nazies qui ont envahi le territoire russe dans la région de Koursk. L'aventure du régime de Kiev a complètement échoué et les pertes énormes subies par l'ennemi, y compris parmi les plus prêtes au combat, entraînées et équipées. La défaite complète de l'ennemi dans la zone frontalière de Koursk crée les conditions nécessaires à la poursuite des actions réussies jusqu'à présent par nos troupes dans d'autres zones importantes du front et rapproche la défaite du régime néo-nazi. Kiev dément et dit que les combats ne sont pas du tout terminés. Quelles sont vos informations ? D'abord, je crois que Kiev a raison. Et j'étais en effet récemment dans la zone de Soumy, pas très loin des lieux frontalières à Koursk. de ce dont on parle là. Donc je crois que c'est plutôt Kiev qui a raison. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est que même si Vladimir Poutine avait raison demain, c'était quand l'offensive du général de l'Ukraine sur Koursk. C'était au mois d'août dernier. Donc il aura fallu 9 mois, 8 mois à la grande armée russe, au plus grand pays du monde en termes de surface, il aura fallu 9 mois ou 8 mois, avec l'aide de soldats nord-coréens, parce qu'ils n'ont pas assez de soldats russes qui ont l'impression de jouer leur destin dans cette guerre, pour arriver à reprendre cette toute petite poche de course. Donc quoi qu'il arrive, c'est une défaite pour la Russie. Que les Ukrainiens aient réussi à tenir tout ce temps et qu'il ait fallu en face des mercenaires, de la chair à canon nord-coréenne pour arriver à la reprendre, c'est un aveu de faiblesse pour Poutine et c'est une preuve de victoire pour les Ukrainiens. C'est comme ça. Ça, c'est la logique militaire et géopolitique. On a souvent dit que Koursk était un élément extrêmement important pour les négociations, que cela pesait dans les négociations diplomatiques. Est-ce que ce qu'il se passe à l'heure actuelle, ça change le rapport de force, selon vous ? On va voir ce qui se passera. Vous savez, pour l'instant, si les Ukrainiens ont reculé, alors ça en revanche je le sais, si les Ukrainiens ont reculé à Koursk, c'est pour épargner leurs hommes. C'est parce qu'en effet, l'Ukraine fait partie de ces pays, il y en a encore quelques-uns, pour lesquels rien n'est plus précieux
que la vie d'une femme ou d'un homme combattant. Voilà. Donc ça ne veut pas dire du tout qu'ils aient été vaincus militairement. Donc je ne suis pas sûr que le rapport de force soit modifié considérablement. Pour l'instant, vous savez, sur tous les points que j'ai documentés, moi je documente cette guerre d'Ukraine depuis le début. Voilà. Sur tous les points du front que j'ai documentés, y compris récemment, je ne vois pas d'avancée russe. Je ne vois pas un rapport de force en faveur de la Russie. Je vois au contraire une incroyable résistance ukrainienne et dans certains points, notamment autour de Soumy ou autour de Pokrovsk, des avancées ukrainiennes. Justement, à Pokrovsk, on apprend ce soir que les Ukrainiens avancent encore de quelques kilomètres. Comment elles résistent dans le Donbass ? Parce qu'on sait que du côté du Donbass, ça a été très compliqué. Les soldats ukrainiens se plaignaient que certains régiments ont été envoyés sur Koursk, qu'il manquait d'hommes. Est-ce que cela a changé sur le terrain ? Vous qui vous y étiez il y a à peine quelques jours. J'ai été en effet à Pokrovsk, et la ville de Pokrovsk, déjà, c'est une ville fantôme. À Pokrovsk, il n'y a plus personne, à part dans les caves, des dronistes coupés de tout, qui dans des conditions, enfin coupés de tout, coupés de leur famille, et qui dans des conditions incroyablement difficiles, incroyablement héroïques, combattent les Russes en face. À part ça, c'est une ville déserte. Et cette ville déserte, cette ville morte, les Russes sont incapables de la prendre. Ça fait des mois qu'on entend dire sur les plateaux et dans les journaux que les Russes sont au bord de prendre Pokrovsk, sont à 8 km. Pour l'instant, ils ne l'ont pas prise. J'étais à Pokrovsk, elle est vide d'Ukrainiens, à part les dronistes dans les caves, mais vide de Russes aussi. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Une Russie qui n'est pas capable d'avancer, qui n'est pas capable de prendre les villes ukrainiennes qu'elle prétend être à portée de sa main. 2 plans de négociation sont évoqués, Bernard-Henri Lévy. Le premier, il est américain, avec notamment, on va le voir sur cette carte, la Crimée reconnue comme russe par les Américains. Donald Trump avait dit ceci dans le magazine Time: la Crimée restera sous le contrôle de la Russie. Zelensky le comprend et tout le monde comprend qu'elle est sous leur contrôle depuis longtemps. Est-ce que c'est compréhensible selon vous ? C'est assez tout de même surprenant, puisque Volodymyr Zelensky avait dit déjà dès le début de cette guerre a commencé en Crimée, j'espère qu'elle se terminera. Mais moi je crois que Trump se trompe, là. Je ne crois pas du tout que Zelensky, je ne sais pas de qui il parle, Trump, quand il dit tout le monde comprend, en tout cas pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils connaissent l'histoire, ils savent très bien que la Russie n'a pas été propriétaire de la Crimée de tout temps. La seule chose qui est vraie, c'est qu'en Crimée, aujourd'hui, on parle majoritairement russe. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on parle majoritairement russe ? Parce que les populations non russes de Crimée, les populations de Crimée, ont été déportées ou exterminées depuis 2 siècles, au moins 4 fois. C'est ça la vérité. Les non-russophones ont été exterminés en 1785, 2 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie. Ils ont été exterminés par Staline, ils ont été exterminés après la guerre de Crimée, en 1855, une 2e fois, et déportés. Ensuite, Staline, en 1944, extermination massive de tous les non-russophones. Et enfin, 2014, après l'annexion de la Crimée. Donc évidemment, quand un peuple a subi à 4 reprises ces déportations de masse, ces exterminations de masse, la plupart parlent russe. Voilà. Donc cette russité, elle est le produit d'une entreprise alors proprement génocidaire dont la Crimée est victime depuis 2 siècles et demi. C'est ça la vérité. Mais à part ça, c'est pas vrai que la Crimée a toujours été russe. C'est faux. Quand j'étais en Crimée en 2023, Bernard-Henri Lévy, il y avait cette minorité tatar qui existe encore en Crimée et qui, tout de même, adhère au régime de Vladimir Poutine. Comment vous expliquez que des minorités aient décidé de rester en Crimée et d'accepter les conditions de Vladimir Poutine ? Mais parce que les Tatars que vous avez vus, c'est ceux qui n'ont pas été, en effet, liquidés et déportés en 2014, en 1944, et dans les 4 épisodes dont je vous ai parlé. C'est vrai que ceux qui restent, il est possible que parmi eux, je fais confiance à votre témoignage, il y ait un certain nombre de gens qui se sentent très bien sous la férule de Poutine. Tous les autres sont partis en exil ou ont été massacrés. C'est ça la vérité de la Crimée. Mais arrêtons avec cette histoire. Et par ailleurs, avant tout ça,
En gros, la Crimée, elle a été russe entre 1783 et 1917. Après, elle a été soviétique, ce qui ne veut pas dire russe, qui est encore autre chose. Puis elle a été ukrainienne à partir de 1954. Et elle est de nouveau russe depuis 2014. Et avant tout ça, il y avait un État indépendant de Crimée, le Khanat de Crimée, qui était un État indépendant, qui était vassal de l'Empire ottoman. Donc, cette histoire de Crimée, qui serait à l'évidence un territoire russe, est un mensonge de la propagande du Kremlin, dont je trouve attristant de voir que la Maison-Blanche s'empare et qu'une partie de l'opinion avale. Merci Bernard-Henri Lévy. On en parlera de la Crimée dans un instant avec Jean-François Colosimo qui sera mon invité de 20h30. On parlera également de la place du Vatican comme nouveau centre peut-être de la diplomatie internationale. À tout de suite.